Bonjour à vous. Bonjour à tous. M'entendez-vous? Oui. Je m'appelle Isabelle Hardy. Je suis obstétricienne gynécologue, candidate au doctorat en recherche en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke et fellow en médecine fœto-maternelle à l'Université de Colombie-Britannique. Et ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler du rôle charnière de la préconception dans la prévention des maladies non transmissibles. Quel âge avez-vous? C'est une question qui est assez simple. Puis, d'un point de vue légal, effectivement, c'est très clair. C'est la différence entre le moment de votre naissance et la date d'aujourd'hui. Par contre, je pense qu'on se doute tous que nos cellules apparaissent pas comme par magie au moment de notre naissance et qu'il y a toutes sortes de processus sous-jacents qui sont nécessaires à la naissance d'un être humain. Donc, on se rappelle tous qu'environ 38 semaines plus tôt, en âge embryologique, la fécondation doit avoir lieu. Je vous passerai les détails. Mais nos cellules apparaissent pas non plus au moment de la fécondation. Donc, on sait que les spermatozoïdes chez l'homme, c'est un processus de développement qui prend à peu près 72 jours, qui perdure tout au long de la vie à partir de la puberté, puis qui est très sensible aux expositions environnementales. Et chez la femme, il faut remonter encore plus loin dans le temps parce qu'en fait, on est comme individu de sexe féminin avec tous les follicules dans nos ovaires qui vont éventuellement donner des ovules matures. Et à 20 semaines d'âge gestationnel, c'est le pic de follicules. Ensuite de ça, ça fait juste dégringoler, malheureusement. Et tout ça se passe dans le bedon de grand-maman. Donc, des expositions qui prédatent de très loin le moment de la naissance de l'enfant. Et par la suite, ce processus-là reprend à la puberté avec le recrutement des follicules pour éventuellement donner un ovule précieux, 2 si on est chanceux, ou pas, et pouvoir être fécondé. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? En fait, c'est parce que, bien qu'on sache que notre matériel génétique vient à moitié de maman, à moitié de papa, on sait depuis longtemps que c'est un phénomène assez plastique, la sélection des gènes qui vont être activés ou supprimés. Puis, en particulier, il y a des phases critiques du développement où ce qu'on appelle la méthylation, donc la sélection des gènes qui va être activée par des mécanismes épigénétiques, va être très sensible aux expositions environnementales puis aux maladies qui peuvent exister. Et selon, justement, le profil de gène qui va être sélectionné, on va être plus ou moins prédisposé à développer des maladies non transmissibles à l'âge adulte, comme l'obésité, le syndrome métabolique, le cancer. Et il y a un corpus grandissant, inquiétez-vous pas, je ne m'attends pas à ce que vous lisiez ça, il y a un corpus grandissant de recherche, surtout expérimentale sur modèle animal, qui tend à démontrer que la santé des pères et des mères en préconception est liée aux issues de santé chez les enfants à long terme. En particulier, ne vous en déplaise, monsieur, le focus est maintenant rendu sur vous. L'obésité et la malnutrition paternelle sont associées à une fertilité qui est diminuée, à un risque augmenté d'obésité infantile et de maladies endocriniennes et cardiométaboliques chez l'enfant. L'obésité maternelle aussi est associée à une diminution de la fertilité, aux complications de grossesse, à un poids de naissance qui va être augmenté, aux allergies à l'atopie, au risque d'obésité infantile et au risque cardiométabolique postnatal. La sous-nutrition maternelle a aussi beaucoup été étudiée, parce qu'on sait que dans nos pays développés, l'obésité est un plus grand fardeau, mais ce n'est pas le cas pour une grande partie de la planète. Donc, la sous-nutrition est associée à des diminutions du poids de naissance, un repos pondéral dans l'enfance qui va être augmenté en réponse justement à cette sous-nutrition pendant la période fœtale, puis à des risques de maladies cardiovasculaires, en particulier l'hypertension de maladie cardiaque qui va être augmentée. Et il y a aussi des études qui se questionnent sur le rôle des techniques de procréation médicalement assistée, donc de la fécondation in vitro sur les issues postnatales. C'est un peu moins certain parce que c'est toujours très difficile de distinguer la part de l'infertilité de la part des traitements dans les études observationnelles. Mais on pense aussi que c'est associé avec plus d'effets pas de naissance, d'anomalies congénitales, de complications périnatales, puis un risque cardiométabolique aussi augmenté chez les enfants. Donc, une fois qu'on sait tout ça, si on résume, on a une période précoce où on a une plus grande plasticité et ce qui va être établi à ce moment-là va vraiment déterminer la trajectoire de santé des individus à travers toute leur vie. Ça peut paraître un peu pessimiste et déterministe, mais en fait, moi, je vois ça comme une belle opportunité d'intervention. C'est-à-dire que si on agit précocement, on peut vraiment avoir un impact à long terme sur la santé des individus. Puis ça a un rôle particulièrement important pour la santé des femmes parce qu'on sait que les femmes qui développent des complications pendant la grossesse ont un risque augmenté d'avoir des maladies cardiovasculaires et même d'avoir une mortalité précoce.
Donc, si on agit en amont, on peut aussi penser prévenir les complications de grossesse, puis vraiment améliorer la santé des femmes à long terme. Donc, maintenant que je vous ai mis, j'ai piqué votre curiosité, j'espère, je voulais juste vous mentionner quelques projets en cours au CHU qui s'intéressent à la période de préconception. Donc, on a 3 beaux projets d'intervention sur les saines habitudes de vie. Le projet LT dirigé par Dr Fraser et Dr Baillargeon, une grosse intervention complexe en Chine en préconception pendant la grossesse et postnatale pour réduire l'obésité infantile. Le projet Ferti-Santé qui évalue une intervention sur les saines habitudes de vie chez des femmes qui ont une obésité puis qui sont infertiles. Et mon projet de doctorat, le projet En santé pour bébé, qui évalue une intervention sur les saines habitudes de vie chez des femmes en embonpoint obèses mais qui ne souffrent pas d'infertilité. On ne se fait pas compétition quand même. Et évidemment, dans les sites d'intervention qui émergent également, la chirurgie bariatrique est très étudiée dans le domaine de l'obésité. On a des bonnes études observationnelles, mais quand même rigoureuses, qui démontrent une diminution de plusieurs complications de grossesse avec cette intervention-là. Donc, diabète de grossesse, hypertension en grossesse, macrosomie. Par contre, ça a été aussi associé avec une augmentation des petits bébés à la naissance, ce qui a freiné un peu l'adoption. Mais une question qui perdure toujours dans mon domaine, c'est quand un bébé est petit, est-ce qu'il est petit et malade ou il est petit et en santé? C'est loin d'être démontré que c'est des bébés qui sont en retard de croissance, donc qui ont vraiment une pathologie. Puis cette question-là, en fait, va faire l'objet de mon projet postdoctoral à l'Université de Colombie-Britannique en collaboration avec l'Institut Karolinska en Suède. Et en guise de mot de la fin, je pense qu'on a tous vu passer le Ozempic dans les médias de toutes sortes et les agonistes du GLP-1 qui ont un grand potentiel pour le traitement des maladies cardio-métaboliques. Et il y a déjà des études qui émergent sur la sécurité de ces médicaments-là en grossesse parce que, veut pas, il y a des femmes qui vont être exposées à ce traitement-là pendant la grossesse. Et je pense que ça va, à moins qu'il y ait des signaux inquiétants, ça risque de faire partie des interventions qu'on va être évaluées dans le futur. Mes références. Puis, merci beaucoup à l'Axe Mère Enfant de m'avoir invité, mes directeurs de doctorat, de postdoctorat, puis toutes nos équipes de recherche sans qui on ne pourrait rien faire. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.